Ce matin, le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Les négociations sont toujours au point mort et l'Iran, lui, n'a pas chômé pendant le cessez-le-feu. Il reconstruit son armée plus vite que prévu. Il finance cette reconstruction via des réseaux crypto-clandestins que les sanctions n'ont pas arrêtés et il négocie avec Oman la transformation d'Ormuz en péage souverain permanent. Trois mouvements simultanés, trois leviers conservés, zéro concession réelle. Et pendant ce temps, eh bien, les conséquences s'accumulent. Les stocks de gaz européens sont à 35% et je vous rappelle que l'hiver commence à se jouer maintenant. Les PMI de mai confirment que le choc frappe déjà. La zone euro contracte, la résilience américaine est un trompe-l'œil et les bons du Trésor américain à 30 ans ont atteint 5,20%, soit leur plus haut niveau en 19 ans. Le marché obligataire dit que les discours officiels testent encore. La guerre coûte plus que prévu et personne n'a de plan crédible pour la financer. Sur le front géopolitique, Donald Trump avance ses pièces en Pologne, à l'OTAN, à Cuba. Même logique partout, pression maximale, engagement minimal. Pétrole, inflation, dette, reconstruction, pression. Ce matin, tous ces sujets ont un fil conducteur unique, l'Iran tient. Et tant qu'il tient, les marchés price le risque et non pas l'accord. Nous allons décrypter tout ça ensemble et dans l'ordre. Les négociations entre Washington et Téhéran semblent avancer. En réalité, elles butent exactement là où elles doivent réussir, c'est-à-dire sur l'uranium et sur le détroit d'Ormuz. Plus les deux camps parlent d'accord, plus le marché comprend qu'ils n'ont pas encore la même définition du mot. Hier, jeudi 21 mai 2026, l'agence semi-officielle iranienne ISNA a laissé entendre que la dernière proposition américaine avait réduit quelque peu les divergences. Une formulation prudente, presque rassurante. Mais dans la même journée, deux lignes rouges ont réapparu au grand jour. D'un côté, le guide suprême iranien a fermé la porte à toute exportation du stock d'uranium enrichi du pays. De sources iraniennes de haut rang confirment, exporter ce matériel rendrait l'Iran vulnérable à de futures attaques. De l'autre, Donald Trump a rejeté tout projet de péage permanent sur le détroit d'Ormuz. Marco Rubio a été plus direct encore. Un tel système rendrait un accord irréalisable. Le pétrole a immédiatement traduit cette ambiguïté. Après avoir bondi de 3%, de plus de 3% en séance, le Brent a reperdu plus de 1,5% pour repasser sous 104 dollars le baril. Le marché ne salue donc pas un progrès diplomatique, il price une négociation qui oscille entre avancées tactiques et blocages stratégiques dans un contexte où les stocks mondiaux de brut et de produits pétroliers reculent déjà à un rythme record selon les analyses de Goldman Sachs. Le nœud est désormais limpide. Washington exige que Téhéran remette son uranium enrichi et suspende tout enrichissement pendant au moins 10 ans. L'Iran refuse. Le président Pezeshkian a répété hier jeudi, je le cite, « Nous ne céderons jamais ». Téhéran réclame la séquence inverse même, c'est-à-dire fin des combats sur tous les fronts, y compris au Liban, levée du blocus, déblocage des avoirs gelés, puis seulement discussion nucléaire. Washington et Tel Aviv lisent le calendrier dans l'autre sens. À ce premier blocage, en effet, s'en ajoute un second, plus structurel encore. L'Iran et Oman négocient un mécanisme de sécurité permanent pour le détroit, avec des droits de transit conditionnels pouvant dépasser le $1 000 000 par navire et des exemptions sélectives pour la Russie ou bien encore la Chine. L'Iran ne négocie donc plus seulement la réouverture d'Ormuz, il négocie sa souveraineté sur le passage. Et Trump a dit, je le cite, « Non, nous voulons que ce canal soit ouvert, gratuit, sans péage. C'est une voie navigable internationale, a-t-il dit. » Les autres acteurs compliquent, eux, l'équation. La visite du médiateur pakistanais Hassim Mounir à Téhéran a été reportée sans explication. Israël, de son côté, freine toute détente. Benyamin Netanyahou veut reprendre, d'ailleurs, les frappes, estime l'armée iranienne insuffisamment affaiblie. Son ministre de l'énergie a prévenu, si les combats reprennent, les sites pétroliers, gaziers et électriques iraniens deviendront des cibles. Sur le terrain, quelques navires transitent encore par le détroit, sous coordination avec Téhéran et à compte-gouttes. Pas une réouverture, mais la preuve qu'Ormuz est devenu un instrument de pouvoir et non pas un couloir maritime. Sur le front intérieur américain, s'ouvre lui aussi. À Washington, les républicains de la Chambre ont annulé in extremis un vote sur la guerre après une quasi-défaite la semaine précédente. Au Sénat,
Une résolution contre le conflit a franchi un premier obstacle de procédure. Trump perd le contrôle de sa majorité sur la guerre, pas seulement dans les sondages, mais dans les couloirs du Congrès. La conclusion est donc simple. Les négociations ne bloquent pas sur un détail technique, elles bloquent parce que chacun veut obtenir ce que l'autre refuse d'abandonner au départ. L'Iran veut conserver son uranium et son levier sur Hormuz, Washington veut neutraliser les deux. Entre les deux, eh bien, le Brent, les stocks et les marchés obligataires traduisent le désaccord en dollars. Phase finale ou pas, l'accord reste loin. Et tant qu'Hormuz restera fermé, le marché ne croira à rien d'autre qu'à la prochaine hausse. Phase finale ou pas, l'accord reste loin, et tant qu'Hormuz restera fermé, le marché ne croit à rien d'autre qu'à la prochaine hausse. Mais derrière la diplomatie, une question plus dure se pose. Si Donald Trump reprend les frappes, contre quoi frappe-t-il exactement? Le Pentagone dit une armée à genoux, le renseignement américain dit tout à fait autre chose. L'opération américano-israélienne était censée avoir détruit 90% de la base industrielle de défense iranienne. C'est ce qu'a déclaré mardi dernier le général Brad Cooper, commandant en chef du CENTCOM, devant la Chambre des représentants américains. Les services de renseignement américains racontent une toute autre histoire. 4 sources proches du dossier ont confirmé à CNN l'Iran se reconstruit beaucoup plus vite que prévu, et pas en quelques années, mais dans quelques mois. Les lanceurs de missiles ayant survécu aux frappes sont désormais estimés aux 2/3 du total, contre la moitié en avril. Les drones, 50% des capacités encore intactes. Les missiles côtiers menaçant le détroit d'Ormuz, largement préservés. La production de drones a déjà repris, partiellement pendant le cessez-le-feu. Et 2 facteurs expliquent cette résilience. Les frappes n'ont finalement jamais atteint les niveaux de destruction annoncés, et la Chine, de son côté, a continué de livrer des composants militaires à Téhéran pendant le conflit et malgré le blocus américain. Benjamin Netanyahou l'a d'ailleurs dit sur CBS, Pékin a démenti. Le renseignement américain, lui, l'a confirmé. Le 3e facteur vient d'être révélé par le Wall Street Journal. L'Iran a transféré des centaines de millions de dollars à son appareil militaire via un réseau clandestin utilisant Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde. Au centre du dispositif, Babak Zanjani, un Iranien se présentant comme militant anti-sanctions, dont le réseau a effectué environ 850 millions de dollars de transactions en 2 ans, et l'essentiel via un seul compte de trading. Des proches de ce monsieur contrôlaient d'ailleurs des comptes annexes, tous accessibles depuis les mêmes appareils, un schéma que les enquêteurs internes de Binance avaient identifié comme contournement de sanctions. Malgré plusieurs alertes internes, le compte central a continué à fonctionner pendant au moins 15 mois. Des responsables étrangers ont d'ailleurs indiqué au Wall Street Journal avoir encore identifié des flux vers des entités iraniennes liées au régime, et ce mois-ci, la fracture est désormais triple. Le Pentagone ment sur les dégâts infligés, la Chine contourne le blocus sur les composants, et le système financier mondial, via les crypto-monnaies, vous l'avez compris, contourne les sanctions sur les flux d'argent. Pour les marchés, la conclusion est directe. Si Trump reprend les bombardements, il frappe une armée reconstituée, rééquipée et refinancée. Le détroit d'Ormuz resterait donc fermé. Le Brent n'aurait aucune raison de reculer. Le cessez-le-feu n'a pas affaibli l'Iran et lui a offert du temps et de l'argent. Cette logique, pression sans résultat, reconstruction silencieuse, levier conservé, ne se limite pas au Moyen-Orient. Washington l'applique simultanément sur un autre théâtre de guerre, plus proche, plus ancien et soudainement réactivé, à 144 km des côtes américaines. L'inculpation de Raúl Castro n'est pas un acte judiciaire, c'est un signal géopolitique. Washington teste une nouvelle forme de pression, sans intervention armée, mais avec une intention lisible, accélérer la fin d'un régime à 144 km des côtes américaines au moment où Cuba traverse sa pire crise depuis des décennies. Les chiffres de la crise cubaine sont brutaux. Coupure de courant quotidienne de plusieurs heures, rationnement alimentaire généralisé, PIB en contraction depuis 2023, une partie de la population subsiste entre 1000 et 1500 calories par jour, l'île n'a plus les moyens de tenir sans appui extérieur et ses appuis traditionnels, Russie et Chine, sont eux-mêmes sous pression. 3 architectures se dessinent. La première,
Une opération de capture de Raúl Castro, 94 ans je vous le rappelle, l'exemple Maduro, Venezuela, neutralisé par une opération américaine en janvier, nourrit les scénarios. Mais la valeur de Castro est surtout symbolique. Son arrestation ne démantèlerait pas la structure de pouvoir. Le deuxième scénario, un transfert négocié à la vénézuélienne. La CIA, Rubio et les figures de l'exil cubain travaillent cette hypothèse d'une transition contrôlée avec une clique réformiste, une réouverture économique et une réduction de l'influence russe et chinoise sur l'île. Le troisième scénario, ce serait l'effondrement progressif. L'économie cubaine, déjà au-delà de 10% de contraction, se liquéfie sous pression américaine sans que l'État cesse formellement de fonctionner jusqu'à ce qu'un exode massif vers la Floride force Washington à gérer les conséquences qu'il a lui-même provoquées. Donald Trump répète qu'il n'envisage pas d'escalade, mais il refuse de tolérer un État qu'il qualifie lui-même de voyou à ses portes. L'inculpation de Raúl Castro trace la ligne, la pression est là, la sortie n'est pas encore choisie. Et pour les marchés, Cuba n'est pas un signal direct, c'est un signal de méthode. La même logique de pression maximale, sans engagement formel, que Washington applique simultanément à l'Iran, à la Chine et à ses propres alliés européens. Trump ne détruit pas les régimes, il les met sous pression jusqu'à ce qu'ils cèdent ou s'effondrent. Cuba, Iran, même logique. Et cette logique transactionnelle, il l'applique aussi à ses propres alliés. Preuve en est ce qui vient de se passer en Pologne. 5000 soldats supplémentaires en Pologne, une semaine après avoir gelé ce même déploiement. Donald Trump ne change pas d'avis, il envoie un message. Et le message est simple. Varsovie suit, Varsovie est récompensée, Berlin hésite, Berlin est menacé. Washington est en train de remplacer la logique collective de l'OTAN par un système de sous-alliances bilatérales, plus de soldats pour ceux qui obéissent, retrait pour ceux qui résistent. La Pologne, qui a massivement investi dans l'armement américain et soutenu l'opération en Iran, incarne ce modèle. L'Allemagne, réticente sur les deux fronts, incarne l'avertissement. La manœuvre affaiblit la cohésion de l'Alliance tout en durcissant la frontière est-européenne, en conditionnant la présence américaine à la bonne volonté politique de chaque pays. Donald Trump transforme la défense collective en marchandise. Ce n'est plus l'article 5 protège tout le monde, c'est l'article 5 protège ceux qui méritent d'être protégés. Pour l'Europe, l'équation est impossible. Financer davantage sa propre défense pour satisfaire Washington, réduire sa dépendance énergétique à la Russie pour survivre au choc iranien, maintenir une cohésion politique interne qui s'effrite sous la pression de la stagflation, 3 contraintes simultanées, 3 budgets à trouver, un seul PIB, contraction. Trump ne détruit pas l'OTAN, il la refaçonne à son image, transactionnelle, asymétrique et conditionnelle. Et l'Europe n'a pas encore décidé si elle acceptait les nouvelles règles du jeu. Trump refaçonne l'OTAN à son image, donc vous l'avez compris, conditionnelle, asymétrique, transactionnelle. L'Europe doit donc financer sa propre défense tout en absorbant un choc énergétique sans précédent. Ces deux contraintes convergent vers le même point de rupture et sur l'énergie, les chiffres publiés cette semaine sont sans appel. 35%, c'est le taux de remplissage actuel des stocks de gaz européens. La norme saisonnière est normalement à 50%. L'objectif imposé par l'Union européenne pour l'hiver prochain est à 90%. L'écart entre ces trois chiffres résume l'état réel de la sécurité énergétique du continent. Equinor a posé le diagnostic hier à Amsterdam et ce sans détour. Et les Osterskaart Christensen, vice-présidente senior du groupe norvégien, l'a dit, je la cite, si la guerre cessait demain et que le libre passage vers le détroit se rétablissait rapidement, nous pourrions atteindre un niveau de stockage acceptable mais limité de 75%, a-t-elle dit. Ce n'est pas le scénario rassurant, c'est le meilleur scénario possible. Si la fermeture se prolonge pendant 1 à 3 mois, la situation pourrait devenir critique, a-t-elle ajouté. 1 à 3 mois, vous avez bien entendu, et nous sommes fin mai. La fenêtre se referme vite, très vite. Le problème est structurel autant que géopolitique. Les prix sont faussés. Les contrats de livraison de gaz en hiver sont actuellement moins chers qu'en été, ce qui retire toute incitation économique à stocker maintenant. Le marché envoie le mauvais signal et au mauvais moment. Les gouvernements peuvent intervenir par la réglementation, comme en 2022. Equinor le rappelle d'ailleurs, cela leur a coûté très cher. La soupape
pourtant existe, mais elle est douloureuse. Si les prix remontent vers 60 à 70 euros par mégawattheure, contre 50 euros hier au hub TTF, la demande industrielle reculerait, le charbon compensera partiellement, les renouvelables aussi. Equinor estime que la seule production d'électricité à partir de gaz pourrait réduire la demande de 10 milliards de mètres cubes, un rééquilibrage par la destruction de la demande et non pas par l'abondance d'offres. L'Europe a traversé l'hiver 2022 sous tension. Cette fois, le point de départ est encore plus bas, la fenêtre de reconstitution plus courte et le conflit qui bloque l'approvisionnement n'a pas de date de fin. 35% aujourd'hui, 90% requis en octobre. Hormuz toujours fermé, l'arithmétique est implacable, mais cette tension énergétique ne reste pas confinée aux réservoirs européens, elle se diffuse dans les bilans, dans les déficits, dans les rendements. Et cette semaine, les marchés obligataires ont dit ce qu'ils pensaient avec la brutalité qui leur est propre. La vraie question que posent les marchés obligataires cette semaine n'est pas pourquoi les rendements ont autant monté, c'est pourquoi ça n'a pas commencé plus tôt. Les faits sont bruts. Le rendement du bond du Trésor américain à 30 ans a atteint mardi dernier 5,18%, soit son plus haut niveau en 19 ans. Le déficit fédéral américain représente en moyenne 6,2% du PIB depuis 2023, un niveau jamais vu hors guerre, récession ou urgence nationale. Donald Trump prévoit une hausse du déficit de 16% cette année à 2100 milliards de dollars. Il demande un budget Pentagone record de 1500 milliards pour l'année prochaine. Ce n'est donc pas une anomalie conjoncturelle, c'est une structure. Trois forces se combinent pour pousser les taux longs durablement vers le haut. La dette, incontrôlée depuis des années, aggravée par chaque crise. L'inflation, qui stagne au-dessus de 2% depuis 2022, alimentée par la fermeture d'Ormuz et la guerre en Iran. Le populisme, qui rend toute tentative sérieuse de consolidation budgétaire politiquement suicidaire des deux côtés de l'Atlantique. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Starmer se heurte à son aile gauche sur les coupes budgétaires. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump propose de suspendre la taxe fédérale sur l'essence. Je vous rappelle, 3,5 milliards de dollars par mois de déficit supplémentaire. Kevin Warsh lui prête serment aujourd'hui en tant que nouveau président de la Réserve fédérale américaine. Il arrive avec un agenda de baisse de taux. Il arrive dans une économie où l'inflation reste élevée, alimentée par un pétrole à plus de 105 dollars. Et il arrive face à un marché obligataire qui intègre déjà une probabilité de hausse des taux d'ici la fin de l'année. S'il baisse les taux pour satisfaire Trump, les obligataires se rebellent. S'il monte les taux pour rassurer les marchés, il s'expose à la fureur présidentielle. Ed Yardeni, celui qui a inventé l'expression justicier du marché obligataire, est sans détour. Ce sont les marchés qui tirent les ficelles et non pas Kevin Warsh. Il prête serment donc aujourd'hui. Les justiciers, eux, sont déjà en séance. Et pendant qu'ils délibèrent, les premières données concrètes du choc arrivent. Les PMI de mai sont tombés hier et ils ne laissent plus de place au doute. Le monde ne ralentit pas uniformément, il se fracture. Les PMI de mai sont donc tombés hier, jeudi 21 mai 2026. Et ils racontent une histoire simple et brutale. Le choc énergétique iranien ne frappe pas tout le monde de la même façon. Et cette divergence est peut-être le signal économique le plus important de la semaine. Les États-Unis tiennent PMI à 51,7 points en mai, stable en territoire d'expansion. L'Europe, elle, s'effondre. PMI zone euro à 47,5 points, recul le plus marqué depuis octobre 2023. La France, elle est la plus touchée. Pire chiffre depuis fin 2020, en pleine pandémie. L'Allemagne contracte pour le deuxième mois consécutif. Le Royaume-Uni enregistre sa plus forte chute des services depuis janvier 2021. Mais la résilience américaine, elle, est en trompe-l'œil, puisqu'elle repose sur un phénomène de stockage préventif, puisque les entreprises anticipent leurs achats avant que les prix montent encore. Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global, est sans détour. Cet effet ne durera pas éternellement. Le deuxième trimestre américain, lui, dira la vérité, puisqu'à l'intérieur même de la zone euro, elle, de son côté, les fractures s'approfondissent. L'inflation annuelle va de 1,7% en France à 3,3% en Espagne, des structures fiscales différentes, des politiques de lissage divergentes, des effets de base qui masquent
la réalité. Hors énergie, les écarts sont tout aussi béants. 1,4% en France, 3,8% en Croatie et 2,9% en France. La normalisation dont se réjouit la Commission européenne n'est qu'une vue de l'esprit, tranche Eric Dor, directeur des études économiques d'une école de commerce à Paris. Et le pire est devant. L'inflation n'a pas encore contaminé les autres composantes. Les engrais, les emballages, les coûts de transport, la deuxième vague n'a pas encore frappé. Ce qui ne trompe pas, c'est l'inflation globale. Aux États-Unis, les coûts progressent au rythme le plus rapide depuis novembre 2022 et dans la zone euro, S&P anticipe une inflation à la consommation d'environ 4% dans les prochains mois, le double de l'objectif de la Banque centrale européenne. Au Japon, les prix de vente atteignent leur plus haut niveau en 19 ans. Le dilemme des banques centrales est donc arithmétique. Monter les taux pour contenir l'inflation aggrave le ralentissement, baisser les taux pour soutenir la croissance alimente les prix. Il n'y a donc pas de bonne réponse, seulement des arbitrages douloureux. Les pertes d'emplois commencent, États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Australie, partout, sauf le Japon et l'Inde. Williamson parle de généralisation inquiétante, le Brent à plus de 105 dollars ne ralentit pas, les PMI eux si, et la deuxième vague d'inflation n'a pas encore frappé. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui et pas grand-chose à suivre, à part le PIB en Allemagne qui est ressorti en légère hausse par rapport au T4, 0,3%, et c'était ce qu'attendaient les économistes. Sinon, on sera attentif à l'évolution du climat des affaires allemand, l'IFO, tout à l'heure, attendu à 84,2 points par les économistes, alors qu'il était de 84,4 points en avril. Et puis à 10h30, c'est le discours de Madame Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, qui sera à suivre de très près. Hormis ça, eh bien, c'est la géopolitique qui sera toujours à suivre de très près, puisque je vous le rappelle, les officiels iraniens, les dirigeants iraniens sont en train de lire la proposition américaine de plan de paix envoyée par les Américains hier. Jusqu'à maintenant, pas grand-chose n'en est sorti, excepté que, eh bien, selon toutes les sources internes au dossier, américains et iraniens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les points cruciaux. Résultat, eh bien, on est très loin d'un accord. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et les marchés européens ont terminé en ordre dispersé après une séance dominée par les tensions au Moyen-Orient. Les indices ont basculé dans le rouge en cours de séance après des informations faisant état d'une position dure de Téhéran sur son programme nucléaire, ravivant les craintes d'escalade et d'échec militaire. Sur le plan macroéconomique, les indicateurs en zone euro confirment un net ralentissement de l'activité privée, tandis que l'euro s'est légèrement replié face au dollar en fin de séance. Le CAC 40 a reculé hier de 0,39%, le DAX de 0,33%, tandis que le FTSE a lui engrangé 0,32% de hausse. La bourse de New York a terminé, elle aussi, en légère hausse portée par un reflux des tensions sur les marchés et l'espoir fragile d'une avancée diplomatique entre Washington et Téhéran. Les investisseurs sont restés suspendus aux signaux contradictoires sur les négociations iraniennes, entre durcissement de la position de Téhéran et discours plus nuancé côté américain. Sur le plan des valeurs, les résultats et perspectives de plusieurs grands groupes ont animé les échanges avec des écarts marqués selon les secteurs dans un marché toujours très sensible aux perspectives de taux et aux données sur l'emploi américain. Dans ce contexte, le Dow Jones a gagné hier 0,55%, le S&P 500 0,17% et le Nasdaq 0,09% après une séance marquée par de fortes hésitations. Enfin, les cours du pétrole ont reculé hier au terme d'une séance volatile dominée par les spéculations sur une possible désescalade entre Washington et Téhéran. Le marché a réagi à des informations de presse évoquant un accord imminent avant de corriger, faute de confirmation officielle. Les déclarations américaines mêlant fermeté et ouverture conditionnelle ont entretenu une forte incertitude. Les analystes soulignent de leur côté un marché suspendu entre scénario d'apaisement et risque de reprise des tensions, avec une prime de risque toujours élevée liée aux enjeux géopolitiques régionaux. Le Brent a cédé 2,32% à 102,58 $ et le WTI 1,94% à 86,35 $ après avoir évolué en nette hausse plus tôt dans la journée. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition et juste après, nous retrouverons le chronocac d'Antoine Quesada. Tout de suite sur TF1.